Ça va être dense. Parce que d'abord, je pars de l'hypothèse théorique de ce séminaire, c'est-à-dire l'existence d'un CMES, capitalisme monopoliste d'État social, et de sa crise. Alors, qu'est-ce que c'est le CMES? C'est basé sur la théorie de la suraccumulation et dévalorisation qui a été développée à la commission économique, à la section économique à l'époque du PCF par Paul Boccara à partir des travaux de Marx. Et c'est la réalité polycyclique de cycles qui s'enchaînent du capitalisme. Alors pour fixer les idées, il y a des qui vont protester parce que j'utilise des PowerPoint, mais ça permet de gagner du temps. Vous voyez, s'enroulent les cycles moyens, qui sont les juglars, qui sont en gris, noir, vous devez les voir en noir, hein, qui sont des cycles de 7 à 12 ans, sur des ondes longues plus longues, qui ont un caractère cyclique, c'est-à-dire régulier, qui sont les Kondratiev. Hein. Euh, voilà. Donc les cycles longs qui correspondent aussi aux crises structurelles, alors que les crises cycles jugulaires correspondent plutôt aux crises conjoncturelles. Je vais développer. Dans les années 1920-1930, comme l'a expliqué Denis ce matin, les difficultés durables du capitalisme amènent une crise de suraccumulation structurelle pendant tout l'entre-deux-guerres, et il y a des transformations qui interviennent à partir de l'après-guerre, 44, 45, 46, qui instaurent le capitalisme monopolise l'État social, l'expression est de Lénine, mais la théorisation, c'est plus tard, Paul Boccara, et Lénine ne pouvait pas, il voyait l'intervention de l'État sans voir le résultat systématisé. Et qui est vraiment une reprise, et c'est d'ailleurs dans cette mesure qu'il y a eu aussi un débat frontal avec les soviétiques qui disaient non, non, c'est la crise permanente du capitalisme, il n'y a pas de reprise, il n'y a pas de nouveau. Il faut voir hein, les choses. C'est-à-dire comprendre la créativité, quelque chose de nouveau, avec une dimension sociale, tout en étant encore dominé par le capital et le capitalisme. C'est ça, c'est mixité. Donc, c'est le système répondant à la crise de l'entre-deux-guerres, et c'est le système qui est lui-même entré en crise au début des années 70. Il repose, ce CME, capitalisme monopoliste d'État social, sur une dévalorisation systémique du capital, c'est-à-dire pas inscrite dans le système, pour permettre au taux de profit de remonter. Dévalorisation ne veut pas dire baisse de la valeur, ça c'est la déformation par un des anciens de l'école qui a fondé son autre école, Paraglietta, qui vient de décéder, qui était un temps membre du parti. Dévalorisation veut dire moindre mise en valeur du capital, mise en valeur à un taux réduit, nul ou négatif, par rapport à la norme imposée. Et je vais prendre trois exemples, les nationalisations industrielles, la sécurité sociale et les nationalisations bancaires. Nationalisation industrielle, je prends la nationalisation de la production d'électricité avec la création d'EDF, qui fait que, puisque c'est public, le taux de profit exigé du capital produisant de l'électricité devient inférieur au taux jugé normal par les marchés. Parce que le profit, c'est quand même ce qu'il faut dégager au-delà des dépenses pour les travailleurs, etc. Et il va être calculé, on recrute des masses d'ingénieurs statisticiens de l'NSAE pour EDF, cette marge va être calculée relativement aux besoins de développement du parc et de l'électrification. Ce n'est pas encore le parc nucléaire, mais ça viendra progressivement de la France. Donc, ça remonte d'autant, parce qu'il y a un moindre coût à l'électricité, ça remonte d'autant le taux de profit, par exemple, des producteurs d'aluminium qui consomment énormément d'électricité. Hein. Donc, on minore les exigences du profit pour une partie du capital qui est donc dévalorisé. On limite ainsi le jeu du taux de profit. On reviendra. Et ça permet quand même de relancer toute une croissance et de développer quelque chose qu'on n'aurait pas développé. Deuxième exemple, la sécurité sociale. Alors là, on fait fonctionner de l'argent qui est au-delà des salaires, euh, avec la cotisation sociale. On le fait fonctionner suivant une toute autre logique que celle du capital, puisque une part de la valeur ajoutée ne va ni au salaire ni au profit, mais à des cotisations sociales, c'est-à-dire à des dépenses de développement humain. Donc, c'est plus une valeur, comme disait Marx, A qui cherche son plus, A plus delta A. C'est une valeur qui va chercher à développer la santé ou d'autres éléments de la sécurité sociale, la protection sociale, les retraites. Dans ce cas, on instaure une autre logique que celle du capital qui devait générer du profit. Troisièmement, le crédit bancaire nationalisé. On nationalise les grandes banques après-guerre, qui étaient quatre, qui fusionnent en trois ensuite. Euh, pas les banques d'affaires, mais les banques dites de dépôt à l'époque, pour que l'État pratique un crédit à taux très bas dans un certain nombre de cas et de projets, et avec en outre un organisme de bonification des taux d'intérêt, de bonification publique, qui est le FDES, le Fonds de développement économique et social. Et ça permet d'orienter le crédit suivant des critères précis, mais mixtes et encore très capitalistiques. C'est-à-dire qu'on va privilégier l'équipement matériel et l'exportation. Ça va permettre une reprise et l'embauche, mais c'est beaucoup capitalistique. C'est du béton et un certain nombre de choses, si vous voulez, comme ça. Voilà. Et l'embauche avec l'exploitation. Hein.
Euh, et encore une fois, une partie du capital bancaire public ici ne réclame pas le même taux de profit que l'ensemble du capital, ce qui permet de relancer une production et une accumulation qui était à l'arrêt ou bien bridée. Ça a donc relancé l'accumulation et aussi la croissance et un développement considérable de la société après 45, même s'il est contradictoire parce que on relance aussi l'exploitation, la dimension impérialiste, le néocolonialisme, le biais pour le capital, c'est-à-dire le capital matériel, j'entends, mais aussi la santé, la protection sociale, l'éducation. C'est ces deux choses-là en même temps. Durant les crises conjoncturelles que vous voyez là, qu'il y en a de 1942 à 67, hein, euh, le capital fait porter ses efforts sur le relèvement du taux d'exploitation, l'intensification du travail, et pour étendre le système, exportation de capitaux, renforcement du financement public et diffusion du nouveau type technologique d'après-guerre. Ce type qui demandait de concéder au capital le développement de l'éducation, de la recherche publique, de la protection sociale. Mais ça n'empêche pas la montée d'une suraccumulation structurelle à partir du tournant 67, 74, 67, 73 si vous préférez, et surtout ensuite, à partir des années 80, on a déjà les transformations profondes, mais les dépenses publiques et l'intervention étatique dans l'économie ne reculent pas. On a un capitalisme monopoliste d'État en crise. Ça ne veut pas dire qu'il y a moins d'intervention publique, comme beaucoup de militants ont pu le penser ensuite. Non. Il y a des dépenses publiques qui deviennent très importantes, mais pilotées de plus en plus directement par le capital et le privé. Le caractère social du CME est de moins en moins dominant, sans totalement disparaître. Par exemple, les aides aux entreprises, je vais vous montrer un graphique dans un instant, sont considérables, près de 200 milliards d'euros, c'est-à-dire 50% des profits de l'ensemble des entreprises. Hein. Mais une partie de ces aides, comme les exonérations de cotisations sociales, ont pour condition que l'entreprise pratique des bas salaires. Donc c'est une incitation antisociale. On peut citer aussi le refinancement à taux zéro par la BCE, principalement pour des délocalisations, pour la spéculation et les suppressions d'emplois. C'est donc des caractéristiques qui font du CME-S en crise un CME de plus en plus anti-S, si vous voulez, antisocial. Voilà. Alors, la crise, un mot sur la crise, j'ai vu que tout à l'heure, Serge a un peu hésité. C'est donc là, on a crise parce que c'est un moment de régulation catastrophique par le taux de profit, de correction. Hein. Et d'ailleurs, est inaugurée en 1971 par les travaux de Paul, l'école de la régulation, une école de la régulation par le taux de profit, qui est différente de l'école de régulation salariale qui dit que le régulateur, c'est le rapport salarial. Au contraire, là, c'est le taux de profit. Et donc, ces régulations se font dans les crises conjoncturelles ou structurelles. Mais surtout, on sort de la crise structurelle au bout d'un certain temps. Donc, il y a toute une phase, vous voyez, en rouge, c'est les phases de tendance aux difficultés. C'est horizontal, comme s'il n'y avait pas de croissance. Il faudrait le mettre, c'est des ralentissements et pas des reculs. Il faudrait le mettre en diagonale, mais je pense qu'il est mieux lisible comme ça. Hein. Donc, vous voyez les tendances aux difficultés qu'on appelle les phases D du Kondratiev et les tendances à l'expansion qui sont les phases A. Donc, dans la phase D, il y a tout un déroulement, tout un travail de la crise. Une sorte de recherche par tâtonnement et par lutte sociale, et puis aussi un certain nombre de stocks qui s'épuisent, de transformations qui se font à l'intérieur. Et on peut caractériser jusqu'ici les sorties de crise par trois éléments. Des transformations technologiques, mises en œuvre, ça ne veut pas dire qu'elles n'existaient pas avant, mais qui commencent à être mises en œuvre massivement à la sortie de crise. Des transformations institutionnelles, mais qui sont justement le produit des luttes sociales, qui sont une invention sociale, comme le dit Michel Thiévan pour Ambroise Croizat et la sécurité sociale. Donc, des transformations institutionnelles qui sont le produit des luttes, donc qui ne sont pas déterminées, même s'ils ne sont pas prédéterminées, et des transformations, comme je l'ai montré un tout petit peu, sur le jeu du taux de profit, le régulateur central, son jeu, entre guillemets, son rôle change un peu. C'est donc des transformations à travers le travail de la crise et des cycles moyens dans cette période de difficulté. Bon. Alors, le travail théorique montre, donc c'est des hypothèses, si on veut, des hypothèses de travail, on les prend provisoirement comme des hypothèses, des résultats qu'on pourra remettre en cause, c'est qu'il y a deux éléments au cœur de cette affaire-là. Il y a d'abord la démographie qui est au cœur de la durée du cycle long. Parce que, vous voyez, un cycle long, c'est 50 ans à peu près, 20 plus 30 ou 2 fois 25, c'est à peu près 2 générations. Et deuxièmement, je ne développe pas, mais il y a des éléments de détente démographique qui ne prédéterminent pas, mais qui créent des conditions, des pressions différentes, la jeunesse, etc.
pénurie salariale, pénurie d'emploi, c'est classique dans le cycle. Deuxièmement, la technologie est au cœur aussi de cette affaire-là, elle est au cœur des cycles intermédiaires, mais elle est surtout au cœur du capitalisme, puisque c'est les machines-outils avec la priorité au capital matériel, sous la forme de l'institution capitaliste qui est le capital, propriété du capitaliste, développer prioritairement les moyens matériels jusqu'au capital financier. C'est ça qui est au cœur du capitalisme. Pourquoi je dis ça? C'est parce que on a, et c'est pour ça que, vous voyez, à la fin, il y a un truc en horizontal qui se poursuit. Alors, on pourrait mettre des oscillations, parce que dans cette horizontale, il y a des reprises et des diminutions. Euh, on a une déformation profonde du cycle long, parce qu'il y a une déformation radicale liée aux révolutions qui sont elles-mêmes radicales. Parce que la révolution informationnelle, je vais y venir dans un instant, elle transforme profondément les principes même de la technologie par rapport à la priorité aux machines, si vous voulez. Mais la révolution démographique et anthroponomique change aussi profondément les choses, la maîtrise de la fécondité, l'allongement de la durée de vie et toutes les aspirations anthroponomiques. La révolution écologique, qui crée une menace profonde pour toute l'humanité, donc une exigence de changement très profond et pas de changement superficiel. Et enfin, la révolution monétaire qui crée une élasticité considérable des moyens qu'on peut mettre en œuvre. Et donc, qui peut prolonger aussi. Et donc, l'hypothèse, c'est qu'on a une prolongation indéfinie dans le temps de la phase D du cycle long. En quelque sorte, il n'y a plus de cycle long. On est déjà sorti d'une certaine façon du Kondratiev. Même si il y a des déterminants du Kondratiev qui continuent à s'imposer, les changements des conditions démographiques, par exemple, quand même, on continue à mourir, il y a quoi? Des mouvements démographiques, par exemple. Non, mais c'est pour comprendre. C'est une hypothèse forte, parce que d'autres disent on est sorti et on a un nouveau régime capitaliste. L'école de la régulation parisienne partage ça à un moment, puis d'autres moments non. Bon, on est sorti, on a un nouveau capitalisme qui est un capitalisme financiarisé et mondialisé. Nous disons que c'est un système de crise. D'autres, l'État avait dit même le capitalisme patrimonial. Oui, c'est une dimension de crise. D'ailleurs, la finance, on la retrouve dans chaque alternance de phase de difficulté, elle domine profondément. Et donc, il y a un travail de la crise. La meilleure preuve, c'est le chômage massif, ou c'est l'écologie. Il y a une mise en cause radicale de la niche humaine. Donc, on peut pas, tant que ça, c'est pas arrivé, on peut pas dire qu'on est sorti de la crise. Ou aussi le taux de profit. Alors, j'ai fait un petit graphique, vous voyez, l'accumulation financière considérable en rouge et la croissance des richesses créées en bleu, sans parler même de leur contenu peu écologique. On voit bien le distorsion entre 1975 et 2021. Mais le taux de profit aux États-Unis est en difficulté. Alors, on l'a que depuis 74, parce qu'il fallait trouver un capital qui prend l'ensemble du capital, qu'on n'a pas. Vous voyez les difficultés du taux de profit. Avec derrière, mais on pourrait faire un séminaire entier sur derrière, c'est les difficultés sur de l'efficacité du capital. Mais on n'a pas le temps. Et aujourd'hui, donc, la crise du CME, du CMES, je saute pour gagner du temps, une chose, avec ses différentes phases, hein, on aurait pu lister les phases. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est ce CMES? C'est une sorte de CME de crise, police d'État sociale de crise. C'est-à-dire beaucoup d'interventions d'économie directes par l'État dans le fonctionnement, dans le financement de l'activité, mais avec une domination franche du capital et de sa logique. Si vous voulez, une mixité à prédominance capitale, très forte. C'est le néolibéralisme que moi j'oppose au libéralisme. Le néolibéralisme, c'est parce que le libéralisme du 19e siècle, c'est l'État fixe les règles, mais ne finance rien. Hein, laissez au patron l'argent. Le néolibéralisme, c'est presque l'inverse. Je veux l'argent de l'État et l'État il doit financer. Laissez-moi fixer les règles, presque, ils disent les patrons. Ça se passe jamais comme ça. C'est en tendance parce que il faut bien que l'État soit garant de l'intérêt de l'ensemble du capital, même contre le capital lui-même. Et donc, on a un financement public énorme. Regardez les aides publiques. De 1949 à 2021, on en a plus aujourd'hui qu'hier, en pourcentage de la valeur ajoutée des entreprises. J'ai pris juste le chiffre INSEE auquel j'ai ajouté les exonérations de cotisations sociales, puisqu'elles ne sont pas considérées comme une aide dans les entreprises, puisqu'elles ne les payent pas, elles ne le font pas apparaître. Donc, vous voyez, c'est considérable. C'est 12% de la VA, 10%, mais c'est 40% de l'EBE, des profits des entreprises. Donc, les aides publiques, la propriété du capital reste importante. Par exemple, l'Agence des participations de l'État détient 28 milliards dans des entreprises qui correspondent à 148 milliards de capital, mais qui emploient 1,6 million de salariés. Mais bien sûr, c'est des participations dominantes, mais minoritaires. Par exemple, l'État est le premier actionnaire chez Renault, mais avec 15, epsilon, il est le premier actionnaire.
Mais il n'a pas la majorité. Il était le seul dans la régie Renault. On peut citer les cas d'Orange ou d'autres cas. Donc, le financement, donc il y a l'Agence des participations de l'État, il y a les propriétés de BPI qui possèdent 7000 sociétés, la Banque publique d'investissement. Il y a le pôle public bancaire qui finance 400 milliards de prêts et crédits. Il y a la Banque centrale européenne, le financement à taux zéro par la Banque centrale européenne, qui pendant la pandémie, alors là c'était énorme, c'était 400 milliards rien que pour la France, c'est du capital dévalorisé. Il ne demande pas son taux de profit de 5%, 10%, parce que c'est public. Et ça permet de soutenir l'autre. Les régions, on ne sait pas, mais il faudrait. Il y a tout un travail. Si on fait un séminaire ultérieurement, Alain en parlera, il y aurait un travail à faire sur où en sont les régions. Et tout, à la fois du point de vue institutionnel, mais du point de vue des financements et de comment ça se passe. Et même, il y a le branchement des marchés financiers avec le crédit, puisqu'on fait du crédit pour la spéculation de plus en plus. Les institutions aussi sont transformées, les institutions économiques. La planification, elle a disparu dans un premier temps. Bon, ils font semblant qu'elle existe, mais il y a quand même des comités de filière, mais sans démocratie, des comités stratégiques de filière, sans démocratie, avec le patronat partout, et même une décision qu'ils avaient prise un an après la pandémie, comité de filière du nucléaire, grand coup de trompette, ils mettent 4 millions pour le capital, c'est pas grand-chose, mais 100 fois moins, 40 000 euros oui, pour les travailleurs, 4 milliards pour le capital et 40 millions pour les travailleurs. En disant, va falloir former des gens, etc. Et ça forme personne. Et on a eu besoin d'embaucher 100 soudeurs nord-américains et les faire venir ici. Et durant cette période, il y a encore plus le monopole du dialogue avec le patronat par l'État central. Et puis, il y a les institutions internationales qui se transforment, l'Union européenne, mais surtout la mondialisation, avec le consensus dit de Washington, en tout cas, libération des mouvements de capitaux. L'OMC, c'est pas seulement les échanges matériels, c'est les droits de propriété intellectuelle sur les brevets liés aux marchandises, et le dollar, dont on a dit ce matin, je ne reviens pas, mais qui est très important parce qu'en plus, il dévalorise les créances des autres parce que sa valeur baisse, mais la contrepartie reste le dollar. Donc, euh, et l'impérialisme se développe. Et donc, il y a une interrogation, on s'était posé en février 2020, est-ce qu'un CME international est possible, mondial? On avait dit non, parce qu'il y a trop de rivalités capitalisées, des antagonismes entre eux. C'est quand même des... Bon, il y a les tigres plus faibles, hein. On ne va pas dire que l'Europe, c'est un vrai tigre, parce qu'il est un peu vassalisé, mais voilà. Et le développement des multinationales. Et alors, ça m'amène à un point qui fait la jonction avec la transformation des forces productives. En réalité, les entreprises ont été extrêmement actives. C'est-à-dire, les entreprises se sont transformées pour réagir à cette crise, avec deux éléments que je veux souligner, qui me semblent majeurs, il y en a d'autres. La révolution informationnelle, c'est quand même les entreprises et les travailleurs qui ont créé les nouvelles technologies, et la mondialisation. Ils se sont mondialisés. Le développement, c'est le stock d'investissement direct étranger, c'est-à-dire les investissements, le capital multinational, a été multiplié par 20 entre 1990 et aujourd'hui, alors que, vous pourriez me dire, il y a l'inflation, non, le PIB est multiplié par 5. Vous voyez, vous a... Bref, pas de chiffres. Alors, la révolution informationnelle, vous la connaissez peut-être, mais je vais redire en quelques mots. Sa définition. Par rapport, il faut la distinguer de la révolution industrielle. C'est le remplacement des femmes et des hommes par des machines, mais la révolution industrielle, c'est la main de l'être humain maniant l'outil qu'on va remplacer par une machine-outil. La révolution informationnelle, c'est des activités informationnelles du cerveau humain qu'on remplace par des machines informationnelles qui transforment les informations, qui en créent même des informations. Maintenant, on commence à pouvoir accepter qu'on dise que les machines créent des informations. Ça ne veut pas dire de la connaissance des informations. Mais c'est très fondamental parce qu'une information, quand je la donne, je l'ai encore. Donc elle se partage. Alors que si mon téléphone portable, un objet industriel, je te le donne, je l'ai plus. Il faut que je repaye tout. C'est con. Ça coûte très cher. Et d'ailleurs, si je la partage avec des gens qui savent beaucoup de choses, elle va s'enrichir énormément. Donc c'est une économie du partage et de l'enrichissement par le partage qui pousse, mais à laquelle, donc c'est transformation des forces productives, les rapports sociaux résistent. Euh, je vais insister sur donc deux choses. Un, le partage. Une information, elle peut être ici et là. Pensez pour l'information au brevet pour faire le Doliprane. Plutôt pas au brevet. Le brevet, c'est une institution. À la formule chimique pour faire le Doliprane. Elle est ici et là. Et l'ensemble des programmes pour actionner les machines qui vont pouvoir faire le mélange qui permet le Doliprane et touiller tout ça et vérifier qu'il y a la même concentration dans toute la grande cuve, ça aussi, ça peut être ici et là à la fois, en une fois. Pas comme une machine où j'ai besoin d'avoir les deux machines.
Donc ça se partage, c'est fondamental. Et deuxièmement, les capacités créatives des êtres humains deviennent décisives. Les capacités originales, et on le voit encore plus avec l'information, l'IA. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'ils prennent comme ça les autres. Hein. Deux conséquences économiques que je veux souligner. Les dépenses de recherche-développement deviennent très importantes et c'est un coût considérable avec une certaine incertitude. Mais une fois que c'est fait, ça fonctionne comme un coût fixe qu'on peut partager. Donc le partage peut être économique, même dans le système actuel. Mais avec des contradictions, je vais y venir, parce que le coût d'utilisation et le coût du partage est proche de zéro. Vous pouvez utiliser ça dans toutes les filiales. Si j'utilise dans 10 filiales, si j'utilise dans 1000 filiales, c'est beaucoup mieux partagé, ça baisse le coût. Et deuxièmement, les dépenses pour les capacités humaines devraient devenir plus importantes. C'est ta spécialité, je pense que tu en diras un mot, mais je crois que c'est décisif, c'est fondamental. Et donc, c'est une incitation à des nouvelles multinationales, une nouvelle entreprise, y compris les anciennes qui étaient dans l'extraction de pétrole, ont de la technologie beaucoup. Et donc, elles partagent, et donc elles baissent les coûts par le partage. Sauf que comment elles font le partage? Et là, il y a une contradiction très profonde. Elles font le partage en rachetant des filiales sur les marchés financiers. Donc très cher. Vous avez vu pour l'histoire de le concurrent de Pfizer, mais c'est ce que font les labos pharmaceutiques. Très cher, les filiales. Ou on a vu Renault aussi son accord avec Avtovaz. Enfin, on peut prendre plein d'exemples. Euh, et puis après, il faut qu'elles se protègent, donc elles valorisent très haut leur capital financier pour pas qu'on les rachète. Donc, ce qu'elles ont gagné sur le partage, ça va être largement surcompensé par un coût considérable du capital et de la finance. Donc, une nouvelle contradiction. Et en plus, ça pèse donc sur le financement des dépenses qu'il faudrait faire pour la recherche, les capacités humaines, les salaires, etc. Donc, c'est une nouvelle contradiction très importante. Bon, le cas de Renault, vous verrez, si vous lisez dans les copeaux en ayant entendu ça, vous pourrez relire l'article. Mais, donc, cette révolution informationnelle, elle est récupérée par le capitalisme, par le capital, et même distordue, développée dans un certain sens, y compris les technologies ne sont pas neutres, on les développe dans un certain sens, sans donner le plein potentiel de partage. Il y a des partages monopolistes, si vous voulez. Et on a une nouvelle phase Trump qui arrive, parce que, par hypothèse, il n'y arrive pas. Le CME international est impossible, il y a trop de rivalité entre eux. Et le capitalisme va jusqu'à mettre en cause la base sociale même d'acceptation du capitalisme aux États-Unis. Je pense que c'est un élément important pour Trump. Si son peuple, c'est pour ça qu'il fait du populisme aussi. Mais aussi, ils ont développé le rival systémique, la Chine, avec les multinationales américaines en Chine. Alors il faut bien voir, hein, c'est assez complexe. Hein. Juste un petit zoom que je pensais pas faire. Mais par exemple, si on prend les iPhones, ils sont fabriqués en Chine et donc ils les exportent. Ok, donc la Chine, j'avais pris une année, ça a un peu changé depuis. 2015, faisait 300 milliards d'excédents sur ses exportations. Bon, on va dire, ah, formidable. Oui, mais comme la mise au point des iPhones, les technologies, c'est fait par Apple aux États-Unis, il faut repayer des royalties, des droits d'utilisation, plein de choses, peut-être des emprunts internes à la filiale, et puis après, il faut payer des dividendes. Et donc, tout ce paquet-là, ça faisait moins de 100 milliards qui ressortaient. Donc, il ne restait plus que 100 milliards qu'ils plaçaient à l'époque en bons du trésor. Ils ont beaucoup diminué leur bons du trésor américain. Mais vous voyez, c'est contradictoire et ça crée des interdépendances. Donc, Trump, ils n'y arrivent pas. Base sociale, rivalité entre capitalisme. La Chine, qui devient un rival systémique, comme ils disent. Crise de rentabilité aux États-Unis, comme je vous ai montré. Et nouvelle phase de la révolution informationnelle avec l'IA. On ne mesure pas, mais deux hypothèses. Il faut d'énormes besoins en capital, beaucoup plus qu'avant encore. En tout cas, eux, ils sont prêts à gâcher le capital. On a vu que les Chinois avec DeepSeek, qui dépensent moins de capital pour faire la même chose. Mais aussi, ils ont très peur du monopole. Parce qu'aujourd'hui, first, le premier entrant prend tout. Et donc, s'il y a un Chinois qui arrive à trouver un truc, il prendra tout. Donc, il faut absolument monopoliser sur la base américaine aussi. Ils ont très peur d'un monopole alternatif qui peut les tuer. Hein. Chine ou Allemagne. Ou Allemagne. Bon. Le coût du capital qui est démultiplié, qui augmente. Vous voyez, là, c'est en rouge. On voit qu'il augmente. Voilà. Voilà. On peut le mettre aussi comme ça, vous voyez, parce que en bleu, c'est la masse salariale. En rouge, c'est le coût du capital. C'est toujours ce qui est méchant en rouge, même si je suis coco. Donc, parce qu'il y a une crise d'efficacité du capital qui continue, et nous ne sommes pas les seuls à le dire. Hein. Il y avait l'INSEE, il y a Pierre Welt, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur crise d'efficacité. En réalité, on sous-estime. Et c'est au cœur de l'analyse de la crise du capitalisme monopoliste d'État et de la crise aujourd'hui du capital. Le toujours plus du capital qui veut son rendement, qui veut plus. Il ne se satisfait pas d'avoir ce qu'il a.
Et par contre, les dépenses de développement humain, elles prennent dans la figure. Regardez, là, j'ai pris dans les chiffres de la comptabilité nationale, en rouge, l'accroissement du capital, ce qu'on appelle la FBCF, l'investissement qui comprend la recherche-développement. Bon, allez savoir, dans la recherche-développement, il y a aussi des salaires. Bon, mais c'est comme ça, vous voyez, en pourcentage de la valeur ajoutée des entreprises. Et en bleu, l'augmentation des dépenses pour les êtres humains. C'est-à-dire l'augmentation du capital, l'augmentation des dépenses pour les êtres humains, donc l'augmentation des salaires, des cotisations sociales en part de la VA. Et voyez comment ça évolue. De 49 à 73, les deux augmentaient. Voilà, il n'y avait pas, enfin, aller à la même vitesse, on va dire, voilà. Et à partir du retournement, on a une diminution très forte. J'arrive sur ma conclusion. Euh, donc, euh, l'enjeu, on a bien cette distorsion entre des forces productives profondément transformées, des exigences écologiques, des exigences d'efficacité, d'économie du capital à la fois pour l'écologie et pour l'efficacité productive, des exigences de la révolution informationnelle, des exigences de préservation des êtres humains qui sont écrasés quand même au travail ou qui sont au chômage dans la misère. Parce qu'un des éléments de crise, il y a 405 millions de chômeurs, hein, d'après l'OIT dans le monde quand même. Et de l'autre côté, les rapports sociaux sont maintenus. Qu'est-ce que c'est qui est maintenu dans les rapports sociaux? C'est l'utilisation de l'argent reste monopolisée par le capital et le sens de l'utilisation de l'argent pour développer les monopoles et les dépenses en capital machine ou capital financier. C'est ça le cœur. Au lieu de d'économiser sur les matières, au lieu de développer les êtres humains, ce qui est non seulement le cœur, enfin, au sens d'avoir un cœur, ce que nous souhaiterions, mais qui est nécessaire même aujourd'hui et de plus en plus imposé, comme tu disais, c'est les transformations de la vie qui poussent à ça. Et donc, la question d'imposer une priorité aux dépenses humaines pour une autre production, pour un autre travail euh, et pour un autre emploi, c'est renverser les choses. Donc, d'une façon, c'est révolutionnaire, si vous voulez. Et donc, ça entraîne le besoin de nouveaux critères, bien sûr, d'efficacité, économiser le capital en développant la valeur ajoutée, développer la valeur ajoutée disponible pour les êtres humains, c'est-à-dire développer les capacités humaines, pas seulement le travail tel qu'il est, mais les personnes du travailleur pour un meilleur travail, plus émancipé, plus efficace, etc. Et développer les partages, au lieu des doubles coûts, des doublons, partage d'informations, partage d'infrastructures, et la coopération dans le monde, comme tu le disais, avec un nouvel ordre économique international. Donc, et pour ça, le besoin d'avances financières considérables qui ne fonctionnent pas comme le capital, mais avec des critères positifs d'efficacité, comme je l'ai dit, aussi bien pour les services publics que pour les entreprises. Donc, l'enjeu, Denis le disait, ce n'est pas une alliance État-capital et la Sainte Alliance État-capital, mais une autre logique publique, les capacités humaines en priorité, une sorte de nouvelle alliance de l'État et de la société contre le capital et pour les services publics, les capacités humaines. Voilà. Je m'arrête là, je vous remercie.